أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حصة الندوة. اليوم الندوة ستكون باللغة الفرنسية وسنتطرق إلى ما يحدث في فرنسا بعد مقتل الشاب ناهل. فنعتذر للإخوة الذين اعتادوا أن يشاهدوا هذه الحصة باللغة العربية. Ce qui s'est passé suite à l'assassinat du jeune Nahel et d'une violence inouïe. Comment analyser au demeurant toutes ces dynamiques sociales et sociétales? Les déclassements continus, la précarité des classes moyennes, un environnement social chrysogène, l'inflation, la crainte de l'avenir, une société qui est en train de perdre le sens du commun et des valeurs. Un pacte social qui s'essouffle, dépassé par cette crise protéiforme. Une crise du politique, une crise des institutions, une crise morale et une crise de la nation. En définitive, une crise majeure de la démocratie française où les représentants légitimement élus n'ont plus d'influence sur leurs électeurs et plus largement sur leurs concitoyens. Ceci étant pour le constat qui, pour refonder, réinventer un nouveau contrat social juste, équilibré, qui puisse répondre à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur religion et la couleur de leur peau. Cela interpelle les penseurs, les philosophes, les historiens, des idées qui doivent réinventer un rêve commun à tous les Français. Il y a pénurie en France de philosophes, de penseurs qui pourraient, dans une démarche disruptive, éclairer le chemin. Le traitement politique et médiatique partial est assumé de ce drame et ses conséquences violentes fait le lit à l'extrême droite française qui n'avait pas besoin de ce coup de pouce pour se placer comme favori aux prochaines élections présidentielles. La société française se trouve dans une impasse. Elle se doit de réagir pour rester fidèle à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Seule la justice qui sera rendue suite à ce drame pourra redonner un semblant de confiance à la 3e et 4e génération d'émigrés. Mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre. C'est le titre de notre émission aujourd'hui. Donc, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission François Deroche, médecin, expert judiciaire, Hakim Haddad, militant politique, mais aussi fondateur de Raj, Hicham Aboud, journaliste et militant politique, et Sha'ban Qassi, notre confrère, donc journaliste. Il sera avec nous depuis Nanterre, où il a assisté bien sûr aux obsèques du jeune Nahel Rabbi Rahmou. Mais je vais commencer cette émission avec Hicham Aboud, qui est journaliste et militant politique. Hicham Aboud, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Mes salutations à vos invités et à tous les téléspectateurs de Magharibi. Merci beaucoup Hicham Aboud. Hicham Aboud, comment peut-on qualifier ce qui se passe en France? Il y a un vrai malaise. On a vu bien sûr la mort dramatique de ce jeune, ou l'assassinat de ce jeune Nahel, mais aussi des images qui ont choqué les Français, mais pas que les Français, du degré de la violence qu'on a vu un peu partout en France. Quelle lecture peut-on faire donc de ce drame? Hicham Aboud, est-ce qu'on parle seulement de l'assassinat de Nahel ou ce drame dépasse donc l'assassinat de Nahel et on peut parler aussi d'un drame qui est profond dans la société française? Malheureusement, Nahel n'est pas la première et ne sera pas la dernière victime c'est pas moi comment je vais appeler ça, mais victime de l'aveuglement raciste, parce que c'est un acte raciste. Ce genre d'acte n'est enregistré qu'au détriment
des Français d'origine maghrébine ou d'origine africaine. Et à chaque fois, on nous parle d'erreurs policières, on nous parle de bavures policières. Or, dans le cas de Nahel, c'est carrément, on a un policier aveuglé par le racisme, bien que certains disent qu'il s'agit d'un franco-marocain. Reste à savoir, hein, reste à vérifier. Maintenant, même s'il s'agit d'un franco-marocain ou d'un franco-algérien ou un franco-tunisien, un franco-maghrébin, ça reste un acte antiraciste parce que le racisme est devenu une culture chez beaucoup de Français, qu'ils soient français de souche ou français d'origine étrangère. D'ailleurs, ce racisme, on le trouve beaucoup plus, et il faut l'avouer, il faut le reconnaître, on le trouve beaucoup plus chez les Français d'origine étrangère que chez les Français de souche. On remarque très souvent, par exemple, quand il s'agit de mariage, beaucoup de jeunes filles qui vous disent « moi, je n'épouserai jamais un blédard ». C'est comme si elle n'était pas blédard d'origine. Vous avez aussi des hommes qui vous disent, qui prennent les Algériens ou les Marocains nouvellement arrivés en France, ils les prennent pour des moins que rien. Ils se croient supérieurs à eux. Et là, c'est pas tout à fait du racisme, mais c'est une culture qui s'est inculquée chez ces gens-là. Cependant, de manière générale, la France est en train de récolter ce qu'elle a semé durant de longues années, c'est-à-dire cette discrimination entre Français de souche et Français d'origine étrangère. Ces Français qu'on trouve généralement dans les banlieues, des banlieues où on met des bannis de la société. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vivent en marge de la société et ils vivent dans des conditions très, très, très difficiles. Le cas de Nanterre est très significatif. Vous avez quelques mètres qui séparent Nanterre, le quartier des pauvres, hein, cette banlieue où sont ghettoisés des Français d'origine étrangère, et la Défense, le quartier des affaires, le quartier luxe, le quartier des riches, où vous avez quand même une élite qui y vit. Alors, aussi, moi, ce qui m'amène à m'interroger sur d'autres choses, c'est qu'il y a une véritable manipulation de l'assassinat de ce jeune Nahel, dont on ne connaît même pas le nom de famille. On ne connaît même pas son nom de famille. On parle de... Et juste, même le ministère algérien des Affaires étrangères, qui n'a rien à voir dans cette histoire, et qui a voulu s'indigner, exprimer ses condoléances, parler même, demander à la France, je dis bien dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, demander à la France d'être soucieuse de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressources. Très bien. On va revenir sur cette communiqué. S'il vous plaît, je termine cette phrase. Parce qu'on aura le temps pour ça. On aura le temps pour ça, pour le communiqué. Comme je suis sur la lancée. Oui, on parle de terre d'accueil pour quelqu'un qui est né en France et dont on ne connaît même pas le nom de famille. Voyez-vous? Donc, là, je parle de la manipulation, je ne parle pas encore de cette immixtion du régime algérien dans les affaires franco-françaises. Mais je parle de la manipulation, que ce soit du côté français, du côté français d'origine étrangère, et même de la part des étrangers. Voilà un jeune homme qui a été assassiné de manière odieuse, et qui fait l'objet de manipulation de la part de ceux qui sont censés le défendre et défendre sa mémoire, jusqu'au point où ils ont souillé sa mémoire par des actes de violence qui n'honorent guère cette communauté française d'origine étrangère.
Très bien, Hicham Hamoud. On va revenir bien sûr sur le communiqué et peut-être vous allez revenir un peu plus en détail par rapport à ce communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. On a avec nous Hakim Haddad qui est militant politique mais aussi fondateur de Raj qui a été dissoute, cette association en Algérie. Hakim Haddad, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour à vous, Azul, salam alaikum. Merci de le proposer. Azul Filak, alaikum salam. Hakim Haddad, comment peut-on qualifier donc ce qui s'est passé? Bien sûr, ce jeune homme a été assassiné par un policier, si on peut dire ainsi. La justice est en train de faire son travail en France, mais aussi cela nous fait rappeler ce qui s'est passé en 2005. Donc, est-ce que les leçons ont été apprises, si on peut dire, ou par rapport à ce qui s'est passé auparavant, dans le passé? On va vous montrer cette vidéo qui revient un peu par rapport aux déclarations de Jacques Chirac, qui était président donc en 2005, président de la France, mais aussi aux dernières déclarations de Macron. On regarde cette vidéo. La violence ne règle jamais rien. Rien ne peut justifier la violence. Ils s'en sont pris à leurs écoles, à leurs gymnases. Surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics, à des mairies, à des commissariats, à des écoles. Face aux violences des dernières semaines, nous y répondrons en étant fermes. Face à cela, la réponse sur l'ensemble du territoire a été réactive et adaptée. Et je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers. Remercier et apporter le soutien de la nation à nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers. Aux maires et aux élus, aux associations. Remercier aussi avec eux les élus et les associations. Les familles doivent prendre toutes leurs responsabilités. En appelant tous les parents à la responsabilité. L'autorité parentale est capitale. Il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer. J'ai donné au gouvernement les moyens d'agir. Madame la Première ministre, cet après-midi, prendra une série de dispositions. Chacun doit respecter les règles. Chacun doit savoir que l'on ne viole pas impunément la loi. Je condamne avec la plus grande fermeté, nous la condamnons tous, ces violences pures et injustifiables qui n'ont aucune légitimité. Hakim Haddad, quand on voit cette vidéo, bien sûr, les déclarations de Jacques Chirac, qui était président donc en 2005, son discours par rapport à ce qui s'est passé, mais aussi on entend le discours de Emmanuel Macron, président actuel, c'est extraordinaire. Le même discours, le même langage, mais il y a faillite dans la politique, il y a faillite, échec si on peut dire, par rapport à la politique d'émigration en France. Alors, d'abord, merci d'avoir fait ce très subtil montage entre deux périodes dans un même pays, deux présidents qui parlent et effectivement de la même manière. Vraiment, je salue. Ça donne une réponse à votre question ou à une partie de votre question. Est-ce que les choses ont changé? Eh bien non, les choses n'ont pas véritablement changé. Il y a eu des petites modifications sur la marche, sur la touche, comme on peut, si l'on peut dire, et je pourrais m'expliquer sur ça. Mais fondamentalement, est-ce que la politique des différents gouvernements, des différents présidents a fondamentalement changé vis-à-vis des quartiers populaires, vis-à-vis de ce qu'on appelle les jeunes arabes et noirs? Non. Et en particulier le rapport et la vision et le comportement de la police dite républicaine vis-à-vis de ces quartiers populaires et vis-à-vis de ces jeunes, non, les choses n'ont absolument pas changé, mis à part sur la marche bien évidemment, malgré les promesses, malgré les souhaits, malgré les déclarations des différents responsables gouvernementaux ou des différents présidents, comme vient de le montrer votre, encore une fois, subtil et intéressant reportage, que je n'ai pas vu par image parce que j'ai pas l'image en face de moi, mais que j'ai entendu les paroles. Donc, fondamentalement, moi je dirais que les autorités les autorités politiques qui ont la décision, les clés des décisions, n'ont pas fait en sorte, parce que tout simplement ils ne le veulent pas, qu'il y ait un véritable changement de politique sur ces questions, sur le regard qui est porté
vis-à-vis des quartiers populaires qu'on appelle plus communément les banlieues, vis-à-vis effectivement, comme vous l'avez dit, mais il n'y a pas que ce point, mais c'est quand même aussi un des points, vis-à-vis de l'immigration et de ceux et celles qui sont issus de l'immigration, c'est toujours, et en particulier, encore une fois, parce que c'est un problème bien ancien à l'intérieur du problème lui-même, c'est la question du rapport de la police et du racisme dans la police, et ce n'est pas une insulte ni une vue de l'esprit que de dire que dans la police il y a du racisme, et je ne suis pas en train de dire que la police est raciste, mais que dans la police il y a du racisme. Donc c'est deux problèmes fondamentaux auxquels aucun gouvernement, ni de droite ni de gauche, ne se sont vraiment pas penchés convenablement et avec suffisamment d'importance et de moyens depuis des années. Non, ça n'a pas vraiment changé. Et donc, et j'en terminerai, la situation n'évolue pas. Et ce que nous vivons, et vous avez parlé des mouvements, certains appellent ça les émeutes, d'autres peuvent appeler ça le mouvement, de 2005 et d'aujourd'hui. Mais je rappelle, moi, que j'étais en France dans les années 80, avant de rentrer au pays. Dans les années 80, c'était la même chose. Je rappelle Vaux-en-Velin en 1988, où un jeune s'est fait tuer et ça a été suivi par des jours et des jours d'émeutes. C'était régulier et récurrent, surtout les étés, dans les quartiers populaires, les banlieues, en particulier en région parisienne. Donc il y avait régulièrement, malheureusement, un jeune ou arabe ou noir qui se faisait tuer et qui était suivi par des jours et des jours d'émeutes avec intervention de la police, etc., etc. Donc ce n'est pas que depuis 2005, c'est depuis malheureusement bien avant que les choses sont en l'état et que le problème est de plus en plus profond, et que plus on attend, plus il sera difficile à résoudre. Et malheureusement, on voit que plus ça va. La seule réponse, et j'en termine là. Hakim Haddad, on a un petit souci, Hakim Haddad, avec la connexion avec vous. Si vous pouvez vous déplacer un peu dans un endroit plus calme, peut-être qu'on aura mieux la connexion. On vous entend très très mal, mais on va faire passer entre-temps donc ce que dit ce sociologue français, cet historien mais sociologue français par rapport à la situation que vit la France. On l'écoute. Je suis en colère parce que ce que je vois en tant qu'historien, c'est que je pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait. Et que je suis Hakim Haddad, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez là? Très bien. Oui, on vous entend très bien. Un sociologue français, mais aussi historien, parle d'une crise de la démocratie en France. Est-ce qu'on peut parler d'une crise de la démocratie en France, sachant qu'il y a aussi dans la société française beaucoup de colère. On l'a vu bien sûr avec les réformes de la retraite dernièrement. Et pourquoi il y a échec, ou fracture, si on peut dire, entre les gouvernants et les gouvernés? Je commencerai par le début de votre question. Est-ce qu'il y a une crise? Oui, bien sûr, je partage totalement l'analyse de l'historien que vous venez de passer. Oui, bien sûr, il y a une crise. Et encore une fois, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand vous voyez le taux, par exemple, d'abstention et d'abstentionnisme récurrent à chaque élection, on parle de la France quand même, où les élections sont quand même démocratiques, où la vie politique est quand même démocratique. On n'en est pas au même point, malheureusement, de notre côté algérien. Donc, quand vous voyez, par exemple, les réticences, pas parce que les gens ont d'autres choses à faire ou doivent aller à la pêche, comme on dit, au lieu d'aller voter, parce que c'est un choix qu'ils font de plus en plus de ne pas aller voter et de ne pas choisir. Je ne suis pas en train de juger et de dire mon accord à ça, mais en tout cas, c'est le constat. Donc, deuxièmement, quand vous voyez que régulièrement, une partie de la France, parce que ces quartiers populaires, c'est quoi? Eh ben, c'est quand même des Français qui y habitent, quelles que soient leurs origines. C'est des parties de IES de la France. C'est des nombres non négligeables de Françaises et de Français qui y habitent et qui ne se retrouvent pas
dans les politiques françaises émises par les différents gouvernements, et non seulement ça, mais qui s'affrontent à ces politiques très régulièrement et qui sont complètement oubliés, ce que vous appelez la non-réussite des politiques gouvernementales, parce que ces gens-là sont oubliés dans leur coin, dans leur banlieue, etc., malgré quelques coups de sparadrap par-ci, par-là. Eh bien oui, ça veut dire qu'il y a une véritable crise de plus en plus profonde, de plus en plus existante, de plus en plus, visible, d'une crise démocratique en France. Cela ne veut pas dire que c'est la même chose, comme on entend souvent certains le dire, qu'en France c'est la dictature, etc. Non, il faut respecter les termes. Non, ce n'est pas une dictature, mais oui, la démocratie a du plomb dans l'aile et se porte mal en France, je dirais, et aussi dans les pays démocratiques, parce que la démocratie, j'en termine sur ça, c'est comme tout le reste, ça doit être nourri, ça doit être arrosé. Il n'y a pas une démocratie figée qui reste figée sur tout le temps. Il faut l'arroser, il faut l'entretenir et il faut la remettre au goût du jour. Très bien. Restez avec nous, Hakim Haddad, parce qu'on a été rejoint par notre confrère, Chaaban Qassi, qui est avec nous depuis Nanterre. Chaaban Qassi, vous avez, je pense, assisté aux obsèques du jeune Nahel. À vous la parole, Chaaban. Bonjour à tous, salam alaikum. Oui, je suis actuellement à Nanterre. Alors j'ai dû m'éloigner de quelques centaines de mètres du cimetière, là où est inhumé, là où est enterré donc le défunt donc Nahel, Allah yarhamou. Aucune image. La famille a souhaité vraiment aucune image en live, aucune image en direct pour l'intimité, le respect du jeune de 17 ans. On le rappelle, donc j'ai dû vraiment m'éloigner. Voilà, personne souhaitait en ce moment particulier. Après, on a vu énormément d'images qui ont été diffusées maintenant depuis ce drame. Donc c'est arrivé en milieu de semaine. Donc voilà, j'ai dû m'éloigner. Énormément de monde, vraiment c'est très difficile à compter. Donc le cercueil est arrivé dans un silence, une sérénité. Il a été inhumé. Tellement de monde que, comme l'ont indiqué un peu les responsables religieux qui étaient présents, ils n'ont pas utilisé les pelles vous savez que dans l'islam, notamment à tour de rôle, on est amené à prendre quelques pelletés, à les déposer sur le cercueil pour recouvrir le cercueil. Eh bien, ils ont utilisé les présents ont utilisé leurs mains. Donc, pour commencer, il y a les hommes qui se sont retrouvés sereinement avec les douas, bien sûr, autour du cercueil. Et puis, les femmes, les mamans, les grands-parents, les sœurs vont faire ensuite leur entrée tranquillement. Élu de la région, Chaaban Qassi. Je n'ai pas entendu votre question, Nasser. J'ai dit, est-ce que les élus de la région étaient présents aux obsèques du jeune Nahel? Écoutez, honnêtement, pour vous dire, à mon sens, très peu de représentants. En tout cas, à l'arrivée du cercueil, en début de cortège, on le voit, il a été porté vraiment par des amis, par des frères, par de la famille, des personnes qui habitent Nanterre. Mais on n'a pas vu d'écharpe, en tout cas, aucune écharpe présente. Voilà, je ne peux pas vous confirmer que les élus étaient présents cet après-midi, sachant qu'au préalable, la famille avait demandé aussi que ce soit un moment plutôt dans la discrétion, plutôt dans l'intimité. Après tous ces moments, vous le savez, où on a entendu la famille, la maman, cette marche, cette surmédiatisation aussi qui est engendrée par un autre contexte, si on le rappelle, bien évidemment, n'est pas lié directement à la disparition de Nahel. Très bien, merci beaucoup Chaaban, merci pour ces informations. Je rappelle que vous avez assisté aux obsèques de Nahel, ce jeune homme qui a été assassiné par un policier, Rabbi Yarhamou, et vous étiez avec nous depuis Nanterre. On va revenir sur ces images qui ont choqué aussi les Français. Ces images, beaucoup de questions se posent sur ces violences qu'on a vues après l'assassinat du jeune Nahel. On regarde ces images, cette vidéo, et je reviens très rapidement à mes invités.
Les tensions suite à la mort de Nahel s'étendent désormais à toutes les grandes villes françaises. À Brest, à Dijon, à Floirac près de Bordeaux, à Grenoble, à Laval, à Lille, à Limoges, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Nantes, à Nice, à Paris, à Pau, à Poitiers, à Reims, à Rennes, à Roubaix, à Saint-Étienne, à Strasbourg ou encore à Toulouse. 249 policiers ont été blessés cette nuit, mais aucun gravement selon le ministère de l'Intérieur. 875 personnes ont également été interpellées. On vous tiendra informé de l'évolution de la situation. Donc, vous avez vu donc le degré de violence après l'assassinat du jeune Nahel. Très rapidement, Hakim Haddad, comment peut-on expliquer autant de violences qui ont choqué les Français, si on peut dire, mais aussi qui a fait un peu le jeu de l'extrême droite, puisque il y a eu des réactions du parti de l'extrême droite. Votre réaction, Hakim Haddad? Oui, alors d'abord, merci. Première des choses, les Français et non moins d'autres, pas seulement les Français, doivent être d'abord choqués et extrêmement choqués par la première des violences qui est que le policier tue un jeune de 17 ans. Voilà, c'est d'abord ça, la première violence. Ensuite, le reste, ce sont des violences qu'on peut réprouver, qu'on n'a pas spécialement à légitimer, mais qu'on peut comprendre, qui est une réponse ou qui sont une réponse, probablement pas très intelligente, pas la meilleure des réponses pas très intelligentes, mais c'est une réponse à la première violence, c'est une réponse au comportement de ce policier qui a assassiné un jeune, tout simplement, et c'est un comportement de toutes ces jeunes, c'est aussi une réponse de tous ces jeunes au comportement de la police dans ces quartiers de manière générale. Donc voilà. Alors oui, bien sûr, il y a de la violence dont vous parlez et qui choque, comme vous le dites vous-même, les Françaises et les Français, et pas que. Mais la première des violences, et c'est là que doit reposer, à mon avis, la réflexion et le fait d'être choqué, c'est contre un policier, un bonhomme qui représente l'État, qui censé être représenté la sécurité des gens, et ben c'est là où c'est ce policier qui tue un jeune. Ensuite, quand vous dites votre question qui était, donc je voulais préciser ça, quand vous me dites la question ensuite à quoi c'est dû toute cette violence, eh ben la réponse est dans ce que je viens de dire. Justement, c'est encore une fois, je ne légitime pas. Je pense personnellement. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de... Je vais juste vous lire ce qu'a écrit donc Salim Ben Khedda, le professeur Salim Ben Khedda, qui a dit que malgré l'existence d'une sorte de liberté politique en France, les Français d'origine maghrébine restent incapables de s'organiser, de structurer une réponse adéquate à l'injustice, à l'arbitraire et au racisme auquel ils sont exposés, laissant l'extrême gauche souffler comme d'habitude dans la colère de la communauté, où je pense que l'extrême droite il voulait parler, car il améliore le jeu de rue et de doué pour monter à cheval. Est-ce que vous êtes d'accord avec J'aurais voulu continuer, mais je vais vous donner donc mon avis, mais je vais vous donner également mon avis sur ce que vous dites. Moi, je ne suis pas un communautariste, monsieur. Je n'appelle pas les communautés à s'organiser en communauté. Je ne pense pas qu'il faille une organisation propre aux Noirs, une organisation propre à ceux qu'on appelle les Nord-Africains ou les Maghrébins, une organisation propre aux Subsahariens, même si les communautés préfèrent et aiment dans un premier temps se regrouper entre elles. Mais moi, je ne suis pas un communautariste. J'appelle les gens à être des citoyens et à se mobiliser pour leurs droits, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient berbères, qu'ils soient d'origine gauloise, qu'ils soient d'origine autre, etc. Donc, ensuite, ça c'est la première chose. Il faut être. La France, c'est pas les États-Unis. C'est pas la même histoire que les États-Unis. Donc, la France n'a pas habitude et n'a pas vocation à marcher avec des communautés. Donc, ce n'est pas spécialement la communauté nord-africaine ou maghrébine, comme l'a dit le monsieur que vous avez interviewé, donc que vous avez cité là en tout cas, de s'organiser.
c'est pas parce qu'elle est nord-africaine ou maghrébine, il faut qu'elle s'organise parce qu'elle est dans un état de droit, parce qu'elle est ou qu'il lui permet de s'organiser et de se battre pour ses droits et tout en appliquant ses devoirs en tant que citoyen. Voilà. Je voudrais rapidement revenir parce que tout ça, justement parce que monsieur parle, en tout cas nous supposons qu'il parle de l'extrême droite, fait le jeu de l'extrême droite. Pourquoi les Nord-Africains, pourquoi les Algériens, les Maghrébins auraient à s'organiser en France, si ce n'est pour interpeller leurs autorités d'origine. Mais les autorités françaises, eh ben non. Donc ça fait le jeu et ça participe de faire le jeu de cette extrême droite, justement. Juste, si vous me permettez 1 minute 30, s'il vous plaît, montre en main pratiquement, de revenir sur la fin de ma réponse de tout à l'heure. Moi, je ne suis pas pour les violences qui sont appliquées, mais je comprends ces jeunes. Vous posiez la question pourquoi ces violences sont récurrentes, parce que, encore une fois, les réponses ne sont pas à la hauteur, des problèmes que vivent au quotidien, pas seulement quand un jeune est tué, mais au quotidien, ces jeunes, que ce soit leur rapport au travail, que ce soit leur rapport à la police, que ce soit leur rapport à la justice, etc. Partout où ils vont, ils sont le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, confrontés à des murs. Donc ils se disent, en faisant ça, à tort à mon avis, mais ils se disent, et il faut les comprendre, en faisant ça, eh ben, on tourne les caméras vers nous et on se fait entendre. Donc c'est pas légitime, c'est pas efficace, mais il faut les comprendre et trouver rapidement des réponses à ces problèmes de fond de la France et qui ne sont pas des problèmes que des quartiers populaires. Très bien, merci beaucoup Hakim Haddad, militant politique, fondateur de l'association RAJ, qu'il faut rappeler a été dissoute par les pouvoirs algériens. On a été rejoint par François Doroche, Hicham Aboud est avec nous aussi. François Doroche, médecin expert judiciaire, très proche aussi des questions des droits de l'homme, des libertés. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir François Doroche. Bonjour à vous, à vos téléspectateurs et à vos invités. C'est toujours un plaisir de vous avoir en direct. Merci beaucoup, cher François. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir aussi qui est partagé. François Doroche, comment peut-on expliquer ce qui se passe en France après donc l'assassinat de ce jeune homme, Nahel? Est-ce qu'il y a un malaise par rapport aux politiques, surtout quand il s'agit des politiques d'émigration en France? Est-ce que vous pensez qu'il y a un échec? On a fait passer une vidéo donc des déclarations quand il y avait ces événements en 2005 avec le président Chirac, mais aussi les déclarations de Macron. Votre lecture? Écoutez, tout d'abord, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Ce qui se passe, pour moi, est infiniment plus problématique et plus dangereux qu'en 2005, pour plusieurs raisons. Il y a aujourd'hui un état d'émeute en France. Mais par contre, vous savez, il ne suffit pas de crier au loup, dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu, je voudrais quand même revoir avec vous le communiqué de presse d'UNSA Police et d'Alliance Police. Est-ce que vous l'avez lu? Un communiqué. Allô? Oui, on vous entend très bien, François Doroche. Oui, un communiqué de police. Écoutez, pour le moment, je suis en train de vérifier la véracité de ce communiqué. Si tel est le cas, je vous informe d'ores et déjà que notre association se portera partie civile et portera cette affaire devant les tribunaux. La police est là pour protéger la population française. Elle n'est pas là pour semer encore la discorde et la haine au sein de la population. Bien sûr, aujourd'hui, en France, cette émeute de cette frange de la population, malheureusement, elle est faite parce qu'elle n'a plus moyen de se faire entendre par les institutions de la République qui ne les écoutent plus. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sont les oubliés de la République veulent un peu stopper ce système de broyage. En fait, on est en train, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons des chaînes de télévision qui crachent
sur ces jeunes du matin jusqu'au soir. Ça, c'est inacceptable. Il fallait s'attendre à cela. Bien sûr, à les casser, c'est inacceptable. À les faire des émeutes comme ça et de piller les biens du public, c'est inacceptable. Mais moi, j'essaye de chercher une explication. Vous savez, quand vous êtes médecin, il suffit pas de soigner, il faut analyser, il faut faire de la prévention pour que cela ne se reproduise pas et pour que cela puisse être bénéfique. Les émeutes aujourd'hui en France, c'est un court-circuit qui permet un instant de franchir l'obstacle qui est devenu, cet obstacle qui est extrêmement prégnant, qui est présent et qui est devenu pour être plutôt un acteur reconnu, même de façon négative, même de façon éphémère et même de façon illusoire, pour obtenir sans doute le pouvoir de négocier, le pouvoir de parler, le pouvoir d'essayer de tirer éventuellement un bénéfice éventuel. On peut dire aujourd'hui que la France a un problème avec d'encadrement, un problème d'encadrement juridique de sa police. Regardez, comme vous voyez les gendarmes en France, il y a eu 0 mort l'année dernière. Et pourtant, ils arrêtent des gens, ils font des contrôles d'identité, mais alors que à la police nationale, il y a eu 13 morts l'année dernière. 13 morts de trop. Et qui a sauvé quelque part, même si Nahel est mort, qui l'a sauvé? C'est justement cette vidéo qui a circulé. Mais pour les 13 autres personnes, il n'y avait pas de vidéo. Non seulement ils sont morts, mais ils ont été salis après leur mort. Et puis, est-ce que vous pensez, François, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Est-ce que vous pensez qu'il y a racisme dans cette police? Il faut juste rappeler, François, que l'ONU a incité la France à se pencher sur les problèmes structurels de sa police. Donc, on a entendu hier la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme lors du point de presse, Ravina Shamdasani, qui a donc, si on peut dire, rappelé la France par rapport à ses obligations. Est-ce que vous pensez qu'il y a racisme au sein de la police? C'est ce que vous êtes en train de dire? Alors, attends, premièrement, je voudrais rebondir sur votre question pour vous dire non seulement uniquement les Nations Unies, la France, la Cour européenne des droits de l'homme, a condamné la France en 2012. Mais qu'est-ce qu'il a été fait depuis? Rien. Effectivement, on a dit que la police, il y avait une police qui utilisait de façon excessive la force, et c'est une façon cruelle d'utiliser la force. Ce n'est pas normal, et pourtant, rien n'a été fait depuis. Et je voudrais vous dire également que 4 contrôles sur 5 se font selon un faciès. Le faciès, est-ce que c'est acceptable? Non, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, quand vous avez le teint basané, quand vous avez la peau noire, eh ben vous êtes plus contrôlé que par les communs des mortels. Alors maintenant, la question, il faut se la poser, vous savez, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Est-ce que la police, est-ce qu'il y a du racisme dans la police? Évidemment, et le communiqué de presse que je lis d'Alliance et d'UNSA réunis, d'ailleurs c'est marqué communiqué de presse. Écoutez, je vais quand même vous lire, si vous permettez, quand même un petit passage. Alors, face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus, il faut l'imposer. Et puis après, il parle de nuisibles, comme si ces jeunes étaient des rats ou des cafards. Nos collègues, attendez, l'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Attendez, où va-t-on? Et puis enfin, ils disent aujourd'hui les policiers sont au combat, car nous sommes en guerre. Mais quelle guerre? Ce sont les enfants de la République, ce sont des enfants pour la majorité, ce sont des enfants mineurs. Nous avons la responsabilité de les porter, de les éduquer, et certainement pas de leur... Mais aussi de l'autre côté, François de Roche, est-ce que vous pensez que toutes ces violences qu'on a vues, quand on parle de violences contre les écoles, contre les institutions, les bâtiments des institutions françaises, est-ce que vous ne pensez pas que ça fait le jeu de l'extrême droite? On va écouter ce qu'a déclaré Marine Le Pen par rapport à cette affaire.
J'ai vu la vidéo et il est évident que la mort d'un jeune homme de 17 ans ne peut laisser absolument personne indifférent. Maintenant, je suis étonné de voir que des hauts dirigeants politiques, et en premier lieu le président de la République, ne laissent pas à la justice le soin de faire son travail. Car les propos tenus par le président de la République sont très excessifs et je trouve irresponsables. Est-ce que l'acte est inexcusable ? Est-ce qu'il est inexplicable? C'est à la justice de répondre. C'est à l'enquête qui va se dérouler de savoir si il existe une explication à ce geste choquant, bien sûr, et si il existe une excuse, c'est-à-dire si le policier a pu légitimement se sentir en danger, soit lui, soit des tiers. Donc, encore une fois, je m'étonne de voir cette rapidité dans la prise de position, notamment du président de la République. François de Roche, bien sûr, Marine Le Pen s'étonne de la prise de position de Emmanuel Macron, président de la France. Votre réaction ? Monsieur Macron est un président, je pense, il pèse le pour et le contre. Imaginons si ce policier, comme l'a été dans les fois passées, s'il était sous contrôle judiciaire et en liberté, la France se serait embrasée. Et le mot d'ordre aujourd'hui qui a été donné à tous les ministres, lequel ? Calmer le jeu, reconnaître qu'il y a effectivement une faute inexcusable de la part de ce policier, reconnaître ce qu'on appelle l'assassinat, parce que c'est ça ce qui a été dit. Il y a une faute, mais quelque part, vous savez, il y a un article de loi, l'article L435, c'est celui qui a donné cette possibilité aux policiers d'utiliser cette arme et le diriger pour quelqu'un qui refuse d'obtempérer. Mais je pense qu'avant de viser le thorax, il faut viser les roues. Et d'ailleurs, il y a un projet de loi pour rectifier cela. Pour le moment, les parlementaires ne se sont pas réunis pour le voter, mais j'espère qu'il sera voté le plus rapidement possible pour abolir cet article L435 qui est extrêmement problématique et qui est un appel au meurtre. On ne peut pas tirer sur quelqu'un qui refuse d'obtempérer, même s'il était sous cocaïne, sous héroïne, même s'il était en âge de puberté, même s'il était un peu rebelle, on n'a pas le droit de tirer comme ça à bout portant sur quelqu'un qui refuse d'obtempérer. Et puis quand même, c'est très important, rappeler que la France est un pays, de droits de l'homme. La France ne peut pas accepter qu'on bafoue les libertés fondamentales. Nous avons un triptyque qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Et cette fraternité doit s'appliquer au quotidien avec nos concitoyens. Cette liberté, cette égalité, liberté et fraternité doivent être le maître mot qui a toujours protégé la République, protégé sa Constitution et surtout qui a permis ce vivre ensemble qui aujourd'hui va aujourd'hui en éclat. Est-ce que aussi ce qu'on a vécu ces dernières années, François de Roche, ne démontre pas, si on peut dire, la volonté de la France officielle? Elle ne supporte pas qu'il y ait, si on peut dire, des changements au niveau des pays de la Sud-Méditerranée, donc des pays comme le Maghreb. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une certaine responsabilité de ces politiques qui n'aident pas les peuples à s'émanciper? Je ne parle pas de toute la France, bien sûr, de certains, peut-être, si on peut dire, de certains partis qui ne veulent pas voir qu'il y ait de démocratie, par exemple, dans la rive sud de la Méditerranée. Écoutez, il suffit d'allumer votre poste de télévision en France pour entendre du matin jusqu'au soir, et je dis du matin jusqu'au soir, certaines chaînes crachent leur venin sur cette population française d'origine étrangère. Est-ce que c'est normal? Et pourtant, sous prétexte de liberté d'expression, on se permet la liberté d'insulter, la liberté de profaner, la liberté de faire
du tort à autrui. Et alors même pour la paix civile, pour la paix, vous savez, quand vous avez un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, qui entend le poste de télévision qui l'insulte du matin jusqu'au soir, il faut faire confiance à l'intelligence de nos enfants. Et c'est comme ça qu'on crée la haine au sein de ceux qui sont aujourd'hui quelque part un peu victimes. Donc il faut aujourd'hui traiter l'origine du mal, il faut essayer de quelqu'un, vous savez, il faut reconnaître, comme on l'a fait pour l'antisémitisme, l'islamophobie est un délit. On ne peut pas se permettre de dire, voilà, moi je n'aime pas les musulmans et je critique l'islam. Non, je suis désolé, on ne critique pas la religion juive parce que c'est une religion qui mérite le respect. La religion musulmane également, c'est une religion qui mérite le respect. La religion chrétienne également. Donc, on ne touche pas aux valeurs spirituelle des gens parce que on les humilie. Et quand vous humiliez une population, eh ben écoutez, excusez-moi du terme, on vrille comme c'est le cas maintenant. Très bien. Restez avec nous. On va revenir sur une question. Peut-être que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à cette question. C'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Bien sûr, on a parlé que la victime, Nahel, est d'origine algérienne. Il faut rappeler que la grand-mère de Nahel est née en Algérie. Sa maman est née en France. Le petit Nahel lui-même, Rabbi Rahmou, est né en France, de nationalité française. Le communiqué, il était... que vous êtes en train de voir, qu'on peut juste citer, exprime ses très sincères condoléances à la famille du défunt et l'assure que son deuil et sa peine sont largement partagés dans notre pays. Le ministère des Affaires étrangères fait confiance au gouvernement français à assurer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressortissants sur leur terre d'accueil. Le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique, avec le souci constant d'être aux côtés des membres de sa communauté nationale au moment de l'adversité et de l'épreuve. On va faire intervenir Hicham Aboud. Hicham Aboud, vous nous avez donné un aperçu par rapport donc à cette communiqué au début de l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est une ingérence? Pourquoi ce communiqué? Hicham Aboud. C'est vraiment inévitable. Si on est logique, on est censé. Que vient faire le ministère des Affaires dans une affaire française? D'abord, ils ne connaissent même pas. Ils ne sont pas donnés de demander son nom de famille. Il l'appelle par son petit prénom comme le reste de la presse. Ensuite, parler de la nécessité d'assurer la quiétude et la sécurité dont doivent bénéficier les ressortissants algériens sur leur terre d'accueil, cela prouve l'ignorance totale des autorités algériennes de ce drame. Ce jeune homme n'est pas sur une terre d'accueil, il est sur son sol natal. Sa maman est née en France, lui est né en France. On ne sait pas si son père est né en France ou pas. Maintenant, vous parlez de sa grand-mère maternelle. Attendez, il y a plein de Français de souche dont les parents sont nés en Algérie. Et ceux qu'on appelle les pieds noirs. Et qui, aujourd'hui, contrairement aux Algériens qui vivent en France, sont nés en France, ceux qu'on appelait les pieds noirs n'ont pas le droit à la nationalité algérienne, n'ont pas le droit de retourner dans leur pays, de récupérer leurs biens, et ils sont des bannis de la société algérienne. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont servi l'Algérie. Je n'ai qu'à donner l'exemple des épouses des footballeurs de l'équipe du FLN dans Zitouni, dont l'épouse était française. À son décès, cette dame n'a bénéficié ni d'héritage, ni de pension, ni de rien du tout, parce qu'elle était française. Et pourtant, c'est elle qui a soutenu son mari pour porter haut les couleurs de l'Algérie. Regardez comment ces autorités algériennes se comportent. D'un côté, nous avons des citoyens français qui ont aidé l'Algérie et qui ne sont pas reconnus, qui sont dans leurs droits sont violés de la manière la plus abjecte. De l'autre, nous avons un jeune homme
décédé suite à une bavure policière, une bavure condamnable à 1000%, mais qui n'a rien à voir avec l'Algérie. Et là, je reviens au député français qui remet à sa place le ministre algérien, parce que c'est un idiot, ce ministre algérien est un idiot. Il ne connaît rien à la politique, il ne connaît rien à la diplomatie. Eh bien, j'aimerais bien qu'il réponde aux députés français qui lui demandent d'abord de récupérer ces Algériens. Hicham Aboud, je vais vous rendre la parole. On va écouter le président Jordan Bardella, donc on va l'écouter, sa réponse par rapport donc à ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Rappeler l'Algérie à son devoir de non-ingérence, si elle croit pouvoir s'inquiéter pour ses ressortissants présents en France, qu'elle n'hésite pas à les récupérer, à commencer par ceux qui violent les lois de la République française. Donc ça, c'était les déclarations de Jordan Bardella, donc il est président du Rassemblement National, j'allais dire le Front National. Donc c'était le Front National, c'était avant. Hicham Aboud, je vous rends la parole. Oui. Eh bien, j'aimerais bien voir ce ministre algérien répondre à ce responsable politique français. J'aimerais bien le voir lui répondre. Qu'est-ce qu'il a à dire? Alors, d'un côté, quand les Français dénoncent les exactions, les violations des droits de l'homme en Algérie, on leur demande de ne pas s'ingérer dans les affaires algériennes. Quand le Parlement européen condamne, il n'a même pas condamné, il appelle les autorités algériennes à respecter les droits de l'homme. On leur dit non, l'Algérie est un pays souverain. Oui, ces dirigeants usurpateurs du pouvoir, ils sont souverains pour violer les droits humains. Ils sont souverains pour piller les richesses du peuple algérien. Ils sont souverains pour abuser des Algériens. Mais quand on leur dit, écoutez, ce jeune homme n'est pas français, et c'est eux qui viennent s'ingérer dans les affaires d'un État souverain, qui est l'État français, qui sait ce qu'il fait. Je n'ai pas à défendre la France. D'ailleurs, surtout pas ça, parce que la France a choisi son camp, la France officielle a choisi son camp, celui des voyous et celui des voleurs qui gouvernent l'Algérie. Et on les a vus à plus d'une reprise s'acoquiner avec cette voyoucratie. Voilà ce qu'ils récoltent aujourd'hui. Eh bien, il y a de la manipulation de la part d'un pouvoir illégitime, d'un pouvoir impopulaire qui essaie de surfer sur la vague pour aller récupérer un assassinat auquel l'Algérie n'a rien à voir. D'abord, il a bien fait de le dire, M. Bardella, eh bien, il faudrait que les autorités algériennes commencent par délivrer des laissez-passer aux Algériens qui ont été arrêtés en France pour entrée illégale, de séjour illégal en France. Les autorités algériennes refusent de leur donner des laissez-passer pour retourner. Il y a même une quarantaine d'Algériens qui ont émis le désir de rentrer en Algérie pour bénéficier des mesures que leur accorde la France pour créer des petites entreprises en France et en Algérie, et ils bénéficient d'une allocation de 6 000 €, ils rentrent en Algérie. Ils sont une quarantaine, ils ont demandé à rentrer, eh bien, il y a eu un niet de la part des autorités algériennes sous prétexte qui seraient des agents des services étrangers. Ils ont été recrutés par des services étrangers. Quels services étrangers ils avaient recrutés? Pourquoi on leur interdit de retourner? Quand on est soucieux des ressortissants algériens, on n'expose pas les Algériens comme étant les seuls ressortissants en France, les seuls étrangers en France, à faire de longues files d'attente devant l'agence Air Algérie de l'avenue Opéra, à faire des Algériens, à les exposer en cinéma à Marseille lorsque on annule le départ d'un bateau sur Alger. On expose les Algériens régulièrement sur la place de la République, parce que les Algériens viennent réclamer un minimum de dignité de leur régime. Ces Algériens qui défilent régulièrement sur la place de la République à Paris et dans d'autres villes françaises se donnent en cinéma
devant des milliers de Français parce que le régime qui a usurpé le pouvoir et qui s'est installé par la force de la répression, eh bien, il refuse d'accorder aux Algériens un minimum de dignité, un minimum de liberté. Merci, Hicham. De manifester publiquement en Algérie, même ceux qui sont recrutés par les services secrets algériens et qui les manipulent pour faire des manifestations pro-pouvoir, eh bien, ils n'ont pas le droit de manifester en Algérie. On les envoie manifester en France. Eh bien, qu'ils s'occupent d'abord de leur propre conscience, de leur propre... Eh bien, qu'ils laissent les Algériens tranquilles, qu'ils dégagent de ce pouvoir d'abord. Restez avec nous, Hicham Aboud. Très rapidement, je vais revenir à notre ami François Doronche. François Doronche, je sais que vous suivez aussi de près ce qui se passe en Algérie, mais pas que en Algérie. Comment peut-on lire donc ce communiqué? Vous avez entendu la réponse de Hicham Aboud. Votre réaction très rapidement, François Doronche. Alors, je pourrais répondre en algérien si vous voulez, en un seul mot. Je dirais Chouma en algérien. Je pense que c'est un communiqué de trop. L'Algérie n'avait pas à faire ce communiqué. Et si celui qui a soufflé ce communiqué au ministère des Affaires étrangères, je pense qu'il a fait une faute, à mon sens, inacceptable. Merci beaucoup, François Doronche. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. François Doronche, médecin et expert judiciaire, mais aussi remercier Hicham Aboud qui était avec nous, journaliste, militant politique. Merci aussi à Shaban Qassi, notre confrère journaliste. Merci aussi à Hakim Haddad, militant politique, fondateur de Raj. On est arrivé à la fin de cette émission. Nedwa est terminée. Ya'tikum as-saha.